expérience particulière avec ce hackathon. Ouais, c'est resté un peu flou. Oui, c'est ça. très flou. Alors, on va rentrer dans le vif. Alors déjà, comme ça, on commence. Donc, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Ben, en 2 mots, c'est très simple, ça n'existe pas. Donc, je vous remercie de votre attention. Bonne soirée. Alors, non, du coup, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle si ça n'existe pas? Eh ben, je vais juste vous prendre 5 minutes pour essayer de vous faire comprendre ce que ça peut être. Okay. Donc, déjà, avant de se dire qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle, il faut se poser la question de qu'est-ce que c'est un algorithme. Alors, si vous deviez expliquer ce qu'est un algorithme, qu'est-ce que vous diriez? Vous allez travailler ce soir. Ah bah oui, attends. Si vous deviez expliquer ce que c'est un algorithme à votre grand-mère, à votre petit-fils, à tout ce que vous voulez, enfin, vous n'êtes pas petit-fils à votre âge, si je vais y arriver, est-ce que je peux mettre une lecture? Non, non, vous n'avez pas d'idée? Comment vous expliquerez ce que c'est un algorithme? Oui, vas-y. Peut-être comme une suite de commandes. Alors, une suite de commandes, une suite d'instructions, oui, oui. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire une analogie par hasard? Comme une recette de cuisine. Exactement, une recette de cuisine pour ordinateur. Pourquoi? Parce qu'une recette de cuisine, c'est un ensemble d'instructions dont le but est d'aboutir à un résultat donné, une tarte au citron, une tarte au parisienne, ce que vous voulez. Et ben, un algorithme, c'est une suite d'instructions qui a un but particulier, sauf qu'ici, ça ne nous produit pas des tartes au citron, malheureusement. Pour un ordinateur, ça nous produit des calculs. Okay. Alors, il y a des algorithmes qui sont simples. Par exemple, je peux vous donner l'exemple d'un algorithme qui calcule le prix TTC en fonction du prix hors taxe et de la TVA. Ben, c'est simple, vous prenez votre prix hors taxe, vous le multipliez par 1 plus la TVA, ça vous donne votre prix TTC. Malheureusement, nos ordinateurs sont encore très stupides et ils ne comprennent pas quand on leur dit calcule-moi le prix TTC en faisant cette multiplication en langue naturelle. Donc, on est obligé de traduire dans des langages de programmation. Et ça, c'est un langage de programmation qui s'appelle Python et qui est très utile dans la data science. Et donc, on voit l'équivalent de calculer en Python le prix TTC en fonction du prix hors taxe. Maintenant, il existe des problèmes. Donc ça, c'est un problème simple, assez facilement compréhensible. Et malheureusement, il y en a d'autres. Maintenant, si je vous dis, faites-moi un logiciel qui me détermine si une tumeur est maligne ou bénigne à partir d'images. Eh ben, je vous donne plein d'images, là, et vous me dites, allez, débrouillez-vous. Et là, c'est pas la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose? Parce que, premièrement, on ne dispose pas de règles explicites qui permettent de faire ces décisions. C'est-à-dire que le médecin, il peut regarder, mais il n'est même pas forcément capable de dire c'est ça parce que si, parce que ça, parce que ça. Même si on dispose de règles, on ne saurait même pas comment les combiner ensemble pour faire en sorte que ça marche dans tous les cas. Parce que vous pourriez dire, ok, là, la première tumeur, elle est un peu violette, donc elle est bénigne, ou elle est un peu en diagonale, mais à droite, on en a aussi qui sont un peu violettes. Donc, finalement, les règles sont très compliquées, on ne les connaît pas et on ne sait pas comment les combiner. Et surtout, pour un ordinateur, je vous rappelle qu'une image, c'est ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez des tumeurs là-dedans, mais je ne peux pas vous dire où elle est là-dedans. Et bien, c'est l'idée du machine learning, c'est de dire, ok, on ne va pas essayer de coder les règles pour résoudre notre problème, on va essayer de les apprendre. Et comment faire? On va les apprendre à partir d'exemples. Donc voilà, on va faire une session de machine learning ensemble. Donc je vais vous faire apprendre à distinguer 2 concepts. Okay. Le premier concept, alors je vais essayer de rafraîchir parce que là ce serait un peu embêtant. Donc ça, c'est une image de hamster. Et la question c'est, donc là vous regardez bien, c'est un hamster. Ensuite, je vous donne une image de octodon. Okay. Vous regardez votre image. Encore une image de hamster. Okay. Ça, c'est une image encore de hamster. Maintenant, la question, ça c'est une image de quoi? Qui vote pour une image de hamster? Ok, qui vote pour une image de octodon? Bon, ben c'est bon, vous êtes des bons algorithmes de machine learning. Vous avez pris à partir de 4 exemples à distinguer ce qu'est une image de hamster, de octodon. Et ben vous êtes des humains, donc vous êtes beaucoup plus intelligents. Vous avez eu besoin de 2 exemples pour arriver à les distinguer. Malheureusement, les images, elles ont encore besoin de plusieurs centaines, voire des milliers. Et on donne plein d'images en disant ça c'est ci, ça c'est ça, ça c'est ci, ça c'est ça. L'algorithme, à force de faire des essais-erreurs, arrive à distinguer les concepts. Et on a fait du machine learning. Et alors, dans le machine learning, plus exactement, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du machine learning qu'on appelle du machine learning supervisé, puisque j'ai eu un jeu de données où j'avais à la fois l'image et la classe, donc la catégorie.
Et j'ai pu, à partir de ça, faire mon entraînement. Donc, si on reprend l'histoire de la tumeur, j'ai à la fois ma base de données d'image et j'ai mes labels ou mes étiquettes qui permettent de savoir qu'est-ce que c'est. Maintenant, des fois, on n'a pas de chance, et du coup, on n'a pas accès aux étiquettes. Imaginez maintenant, vous avez le jeu de données, mais on ne vous dit pas si laquelle tumeur est maligne et bénigne. Ben, c'est pareil, c'est du machine learning non supervisé. Donc, par exemple, un cas concret, c'est de dire, ok, imaginez, vous avez des données sur vos clients. En axe 6, vous avez l'âge, et en ordonnée, vous avez le salaire. Vous voyez une masse de nuages informe. Vous dites, est-ce qu'on ne peut pas regrouper ensemble nos algorithmes, enfin nos populations? Et vous dites à un organisme de machine learning non supervisé, qu'on appelle du clustering, vas-y, regroupe-moi vos données en pôles. Et là, votre algorithme détecte 3 pôles. Mais comme l'intelligence artificielle n'existe pas, ce truc-là, vous ne savez même pas si ça a un sens. Donc c'est à vous ensuite, en tant qu'analyste, de dire, ok, peut-être que là, ceux qui sont vieux et qui gagnent beaucoup de thunes, ce sont les retraités. Peut-être que ceux qui sont en bas à gauche, qui sont jeunes et qui n'ont pas beaucoup de thunes, c'est les étudiants, donc c'est vous. Et ceux qui gagnent beaucoup de thunes et qui sont jeunes, vous pourriez dire, je ne sais pas, moi, c'est les gens qui travaillent dans la finance. Donc, du coup, voilà, vous dites, ok, pour ce segment-là, on va aller proposer plein de produits différents. Enfin, il existe un dernier type d'apprentissage de machine learning. Donc, j'ai dit supervisé, non supervisé. Il y a l'apprentissage par renforcement. Qu'est-ce que c'est l'apprentissage par renforcement? C'est de se dire, vous êtes des... Enfin, c'est de dire, on a un agent et on veut qu'il ait un comportement. Donc, on veut, par exemple, que notre agent, il aille récupérer des informations sur Internet. Si vous êtes des humains et qu'on vous considère comme des agents, là, ben, on veut que vous ayez des bonnes notes dans votre formation. Donc, comment on fait pour vous donner un comportement ou donner un comportement à l'agent? Ben, on peut l'éduquer en lui donnant des punitions et récompenses. Quand vous étiez jeune, votre maman, quand vous faisiez une bêtise, eh ben, elle vous engueulait. Ou quand vous aviez une bonne note, elle vous encourageait. Ben, implicitement, c'était des sortes de récompenses et des punitions. Et on peut tous considérer d'une certaine manière que nous sommes des agents qui essayons de maximiser nos récompenses au cours du temps. Et après, qu'est-ce que c'est des récompenses qu'on essaie de maximiser? Ben, il y en a, c'est le temps, le bonheur, l'argent, tout ce que vous voulez. C'est peut-être pas très poétique, mais ce cadre théorique de l'apprentissage par renforcement où on a un agent, on essaye d'éduquer en lui donnant des punitions et récompenses, c'est le cadre le plus large. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ben, par exemple, on peut faire une voiture autonome en disant, ok, si tu conduis bien, tu as des points, et si tu conduis mal ou tu écrases quelqu'un, on t'enlève des points. Mais malheureusement, bon, on ne peut pas se permettre qu'une personne soit écrasée. Donc du coup, on fait des tests avant. Ok, donc la seule chose que vous devez reprendre, c'est qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle actuellement? C'est le terme marketing pour machine learning, parce que c'est actuellement, si ça explose, l'intelligence artificielle, c'est grâce aux progrès qui ont été faits dans le machine learning. Le machine learning, ce n'est pas la seule branche de l'intelligence artificielle, il y a plein d'autres choses, mais c'est ce qui marche le mieux actuellement, c'est ce dont les gens parlent quand ils disent IA. Okay. Et donc dans ce branche de machine learning, il y a 3 types. Et du coup, voilà, pour l'instant, je voudrais juste dire ça. Merci beaucoup pour cette présentation bien détaillée. On va repartir un peu sur la France, sur l'IA Nation, qu'on entend souvent parler. Qu'est-ce que c'est l'IA Nation et quels sont les moyens mis en place pour des étudiants en école de commerce ou même pour la population en France? Pour devenir une IA Nation. Juste pour ajouter, aujourd'hui le machine learning fonctionne bien aussi parce qu'on a de nouvelles puissances de calcul. Alors oui, il y a 2 raisons pour lesquelles on entend énormément parler. C'est que la puissance de calcul a explosé donc, récemment et aussi l'accès aux données. Parce que je vous ai dit, ça apprend à partir d'exemples. Donc si vous n'avez pas, donc qu'est-ce que c'est en informatique les exemples? Ce sont des données. Donc si vous n'avez pas de data, pas de chocolat et pas d'IA. Et en fait, la France a toujours été un leader sur le plan de la recherche en mathématiques, mais malheureusement sur le plan de l'IA, on est en retard. Contrairement à la Chine ou à Israël, qui sont souvent cités en exemple, la France est en retard. Alors, la France essaye de rattraper son retard. Vous avez certainement entendu parler de la remise du rapport de Cédric Villani. Ouais, ça vous dit quelque chose? Ça sert peut-être pas à grand-chose de le lire en entier. Par contre, regardez quand même les comptes rendus du rapport Villani. Il y a plein de résumés qui sont assez bien faits. Et ça vous donnera quand même les grandes lignes directrices de ce qu'est ce rapport et quelles sont les préconisations de Villani pour faire de la France une AI Nation. Et donc l'idée, c'est vraiment de se dire, en France, on a tous les composantes pour avoir une grande nation de l'IA, un grand pays de l'IA. On a de bons mathématiciens, on a d'excellents chercheurs, on a des entreprises, on a de la data,
on a un pays qui légifère, mais qui commence à s'ouvrir autour de la législation et qui accompagne de manière la plus éthique possible le développement de l'intelligence artificielle. Donc normalement, on a tous les ingrédients. Maintenant, comment on fait pour maximiser ces chances? Eh bien, déjà, on crée des formations. Donc nous, on s'ancre, on est dans cette mouvance-là. On crée des formations, on favorise le fait que les chercheurs restent en France. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les meilleurs chercheurs sont français, mais ils restent rarement sur le territoire français. Donc, vous payez mieux les chercheurs, que les chercheurs aient de meilleures conditions dans leur laboratoire de recherche. C'est les grandes données du rapport Binami. Et donc l'IA va devenir un champ de compétences majeur. Comment rejoindre le mouvement? Comment faire partie de ce mouvement? Alors justement, dans le rapport Binami, ce qui est préconisé, c'est de conserver des formations de haut vol en intelligence artificielle, en machine learning, donc plutôt adressées à des personnes qui sont déjà Bac+5, en spécialisation, des masters spécialisés, mais même au-delà. Mais c'est aussi de créer des formations intermédiaires. Donc des formations qu'on pourrait rejoindre à partir d'un Bac+2, des formations, des modules de formation. À Schema, vous avez un parcours en intelligence artificielle qui vous est proposé. Donc voilà, ça c'est vraiment dans la mouvance, et il va y en avoir de plus en plus. Finalement, l'IA, ça va devenir une brique qu'on insère un petit peu sur tous les parcours de formation. Donc vous, à votre niveau, vous pouvez dès à présent commencer à vous intéresser, par exemple, ne serait-ce qu'au langage de programmation. Commencez à coder. Qui d'entre vous a déjà fait des lignes de code? Bon, eh ben, il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot, vous avez plein de plateformes en ligne où vous pouvez vous former gratuitement. En fait, aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de contenu pour se former et s'auto-former. Donc, apprendre à coder, c'est déjà commencer à mettre un pied dans la logique informatique. Et puis derrière, vous avez des MOOC, derrière, vous allez avoir de plus en plus de cours spécialisés. Et nous, au niveau de l'école IA Microsoft, l'idée, c'était de permettre à des publics sans prérequis de diplôme, donc notamment des personnes qui n'ont pas le baccalauréat. On a des apprenants, chez nous on n'appelle pas étudiants, on dit apprenants. On a des apprenants qui n'ont pas le baccalauréat. Mais par contre, qui ont un bon niveau en mathématiques, un niveau correct, l'équivalent d'une terminale, je ne sais pas, statistiques, dérivés, fonctions, voilà, c'est l'équivalent d'un bac ES de mon époque, de mon vieil âge. Et l'idée, c'est en 7 mois de former des niveaux intermédiaires en intelligence artificielle. C'est-à-dire, on n'a pas la prétention de former des data scientists en 7 mois. Voilà, on ne forme pas des mathématiciens en 7 mois. Par contre, on va former, alors on dit technicien de l'IA, artisan de l'IA. En fait, on va surtout former des professionnels de l'intelligence artificielle qui comprennent tous les rouages de l'algorithme, du machine learning, mais qui aussi maîtrisent les outils qui aujourd'hui vous permettent de développer des IA. Parce que le formidable moment dans lequel on est, c'est que l'intelligence artificielle n'est plus réservée aux data scientists. Aujourd'hui, vous avez des algorithmes tout faits qui vous permettent de développer des chatbots assez rapidement. Demain, vous avez un client qui vient vous voir et une association qui vient vous dire « j'ai besoin d'un chatbot, d'un agent conversationnel ». Vous pouvez, à partir d'une API éditeur, créer un chatbot. Et donc ça veut dire que la compétence IA, elle est finalement le plus proche possible de vous. Elle n'a jamais été aussi accessible. Et donc nous, l'école IA, en 7 mois, plus après, il y a 12 mois quand même de professionnalisation en entreprise. C'est-à-dire on a appris plein de choses en 7 mois, on a vu plein d'outils. On considère qu'il faut quand même l'appliquer en entreprise pour l'avoir bien fixé. Mais on forme des personnes qui ont une connaissance large en intelligence artificielle et qui sont capables au sein d'ESN. Ça vous dit quelque chose, une ESN? C'est quoi une ESN? Une entreprise de services numériques. Très important. Une entreprise de services numériques, aujourd'hui, elle propose à un client, donc quand je vous disais tout à l'heure, vous avez un client qui veut un chatbot, elle va avoir une entreprise de services numériques qui, à la fois, analyse son besoin et à la fois, lui apporte une solution technologique. Et nous, clairement, nos profils, ils se destinent à ce type d'entreprise. Donc, ça n'a jamais été aussi proche. Allez-y, foncez. Même si c'est une couche superficielle, entre guillemets, demain, vous voulez faire du droit, il y a quand même une
large question qui va se poser autour des nouvelles technologies et du droit, que ce soit l'IA ou les nouvelles technologies de manière générale, et même la data, d'avoir quand même des notions de technologie, des notions autour de l'intelligence artificielle, toute la réflexion philosophique, éthique qui l'accompagne, ça vous sera toujours utile. D'autant plus qu'en fait, un aspect qui est intéressant avec cette technologie, c'est que vous allez la retrouver dans tous les secteurs et à toutes les échelles. C'est-à-dire qu'il y en a qui comparent ça à l'électricité, qui est une technologie d'usage général. Et ben, le machine learning ou l'IA, on peut voir ça comme technologie d'usage général parce que c'est un outil qui va être applicable partout, que ce soit dans la finance, dans la vente, dans le marketing, dans l'industrie, dans l'écologie. Tout à l'heure, je vous montrerai peut-être quelques trucs. Et donc, quelle que soit la position où vous allez être, au bout d'un moment, vous allez interagir avec des systèmes qui seront composés de machine learning. Et de plus en plus aussi, si vous êtes amené à devenir chef de projet, etc., et que vous travaillez dans l'informatique, vous aurez à gérer des projets où il y a une composante data et une composante machine learning. Et donc, ce sont toujours des projets informatiques, mais qui ont leur propre spécificité. Et donc, même si vous décidez pas de faire de technique, d'apprendre le code, connaître les enjeux qui sont derrière ces projets, ben, si vous avez à manager un tel projet, ça passera toujours mieux que si vous ne savez pas ce que c'est qu'une base de données. Donc, moi, je suis convaincu qu'il y a aussi des formations à faire sur ces sujets-là pour les non-techniciens et notamment en école de commerce. Et donc, Louise parlait du droit, et ça pose aussi des questions intéressantes sur le droit. Parce que, donc on a dit, les machine learning, c'est des algorithmes qui apprennent à résoudre des problèmes en regardant des données. Donc imaginez, je entraîne un algorithme à résoudre un problème sur des données qui ne sont pas à moi. Et ensuite, j'utilise cet algorithme par ailleurs et je n'ai plus besoin des données. La question, c'est est-ce que je dois payer des droits au possesseur de la donnée ou pas? Par exemple, il s'est posé un cas il n'y a pas très longtemps dans le même genre. Il y a une œuvre d'art qui s'est générée par une IA qui a été vendue 400 000 $ aux enchères chez Christie's. Ça a été généré par un collectif d'artistes parisiens qui ont repris un code open source d'un jeune de 19 ans très brillant. Et ils ne l'ont même pas cité dans les crédits et lui n'aura aucune touche des 400 000 $. Et donc la question c'est, par exemple, quand on utilise l'IA pour faire des œuvres d'art, est-ce que l'IA fait partie de l'œuvre ou elle est juste le pinceau? Donc il y a plein de questions légales aussi qui vont se jouer en termes de propriété intellectuelle sur ces systèmes. Et il y a plein d'autres endroits. Légal et philosophique. Donc du coup, on parlait on parlait des métiers d'IA. On sait que d'ici 2030, plus de la moitié des jobs n'existent pas encore. Mais qu'est-ce que va devenir le plombier, etc. C'est des métiers qui vont encore exister. Même nous, je veux dire, l'avocat, le marketeur, etc. Est-ce que c'est pas un peu excessif, cette notion de la moitié des jobs qui n'existent pas? Est-ce que tu dois répondre? Oui, bah déjà, la moitié des jobs qui vont disparaître, tu poses que la moitié du problème. En fait, la moitié des jobs vont disparaître, mais il y en a la moitié qu'on ne connaît pas encore. En fait, d'ici à 2030, je crois que c'est 80%. Je crois que c'est 80% des métiers de 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Donc en fait, 2030, c'est demain. Donc évidemment qu'on va perdre des emplois, mais j'ai envie de vous dire, la dernière révolution industrielle, on a perdu des emplois aussi. Quand l'automobile est arrivé, on a réduit le nombre de postiers parce que le postier en vélo faisait moins vite son travail que le postier en voiture. Est-ce que pour autant ça a déstabilisé la société complètement? Certainement à un moment donné, mais il y a toujours une phase de crise, une phase de destruction d'emplois, mais pour après avoir une recréation d'emplois. Et moi j'ai envie, bon après tout dépend du positionnement, il y a des personnes qui sont vraiment négatives. Moi j'ai envie de croire au fait que la technologie va prendre en charge finalement les parties les moins intéressantes des métiers. En fait, les choses rébarbatives, répétitives, qui demandent assez peu de mobilisation intellectuelle, pour permettre en fait aux humains de se concentrer sur des choses où on aura toujours besoin de l'esprit humain. Par exemple, on peut remplacer un musicien par une IA. Ça existe. Aujourd'hui, vous avez des IA, alors il y a des développeurs qui ont essayé de faire en sorte que des algorithmes d'intelligence artificielle créent des musiques parfaites.
en se basant sur vos goûts, ce que vous avez aimé, ce que vous n'aimez pas, les accords que vous aimez, et donc de créer votre musique parfaite. Mais est-ce que pour autant ça remplace le travail d'un musicien et la créativité d'un musicien? En fait, ça ne remplace pas, ça vient en complément, c'est autre chose. Et donc là, on risque d'avoir des métiers qui vont être modifiés, qui vont être pour certains supprimés et pour d'autres créés en fait. Demain, vous allez avoir des boulots de médiateurs autour des technologies. C'est génial quand même, ça n'existe pas aujourd'hui. Alors ok, par contre, vous n'aurez plus peut-être que le métier de caissière n'existera plus. Peut-être que définitivement, dans 15-20 ans, on n'aura plus de caissière. Mais vous aurez des conseillers en achat. Voilà, parce que là, la notion de conseil, il y a quelque chose qui se joue dans l'humain, d'autre chose que de juste passer un objet devant un scanner. Si je comprends bien, l'IA ne va pas nous tuer tout de suite. Pas immédiatement. Et on voit qu'il y avait plein de choses positives, mais est-ce qu'il y a des risques également? Ah bah oui, forcément. Alors des risques... là, dans l'intelligence artificielle, on a tout... Enfin, c'est un terme qui fait un peu peur. On se dit intelligent... Enfin, tout le monde a regardé Black Mirror ici. Voilà. Donc c'est un peu flippant. Mais il y a intelligence, mais il y a artificiel quand même. Ne jamais oublier que les personnes qui développent des algorithmes, ce sont des humains. Et qu'en fait, la machine est paramétrée par l'homme. Donc effectivement, ça fait peur. Moi, je trouve que d'avoir une IA qui, dans certains pays, vous prédit à partir de la photo de votre visage si vous allez être criminel ou pas, ça existe aujourd'hui. C'est flippant. C'est flippant, mais est-ce que c'est flippant parce que la technologie existe ou est-ce que c'est flippant parce que les humains l'utilisent? Non, en fait, ce qui est flippant, c'est que les humains l'utilisent. Donc, soyons intelligents. Mettons des cadres, permettons certaines choses au titre de l'expérimentation et empêchons-les quand on statue que ces choses-là n'ont pas à être présentes. Bon. Surtout que, en plus, donc là tu parlais, donc c'est l'histoire dont elle fait référence, c'est des chercheurs chinois qui ont dit ok, on va prendre des images de personnes, criminelles et non criminelles, et on va essayer de voir si l'IA a réussi à prédire à partir de ça si on peut avoir la gueule du client, savoir si c'est un criminel ou pas. Et ça soulève une grande question et qui est un gros problème, et ce qui, je pense, du coup, fait que cette étude est complètement mauvaise, c'est que ça représente le problème de biais dans les données. Vous pouvez dire, ok, je fais un algorithme, je fais de l'IA et tout, c'est trop cool, mais si vos données ne sont pas bonnes, qu'elles sont biaisées ou non représentatives de notre univers, vous allez avoir plein de problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire non représentative ou biaisée? Par exemple, il y a une entreprise très connue qui a fait à un moment un moteur de reconnaissance d'objets dans les images et de personnes, sauf que ça a été développé par des blancs américains de la Silicon Valley et ils avaient fait ça qu'avec des personnes blanches. Et du coup, il y avait un black qui avait utilisé ça et ça avait été tagué comme singe et du coup, ça avait fait scandale. Et donc, du coup, c'est pour ça aussi que la diversité c'est important dans le milieu du numérique parce que si vous avez que les personnes qui font les mêmes choses, ça donne une pensée uniforme et des données uniformes. Autre exemple, on sait très bien que si vous avez un nom à consonance étrangère, vous avez plus de mal d'avoir des entretiens en général. Peut-être pas quand on est cadre et dans l'école de commerce, mais on sait qu'il y a la discrimination en embauche. Si vous dites ok, moi je vais révolutionner les ressources humaines, et vous faites l'intelligence artificielle qui va suggérer les CV, et vous faites ça bêtement ou naïvement et que vous utilisez les données actuelles, votre algorithme de machine learning va se rendre compte que quand vous appelez Dupont par exemple, vous avez plus de chances d'être sélectionné, donc vous allez reproduire les biais qu'il y a dans vos données à l'échelle. Donc ce que vous pouvez aussi faire, c'est de la discrimination automatisée. L'exemple que j'aime bien prendre un peu provoquant, c'est imaginer s'il y avait 100 ans, vous étiez né dans une famille sicilienne mafieuse. Vous ne voyez rien d'autre du monde qu'un monde de la mafia, et pour vous, ça vous paraît normal. Vous auriez été conditionné à être mafieux, et il y aurait très peu de chances que vous ne soyez pas mafieux, parce que pour vous, c'est normal. C'est pareil, un algorithme, il est conditionné par les données qu'il voit. Si vous faites ça sur des données où il y a du racisme, parce que ça représente sous-jacent, vos algorithmes risquent d'être racistes ou discriminants. Ça, c'est un gros enjeu, et qui est beaucoup plus important que le sujet de est-ce que l'IA va nous tuer, parce que tout simplement, là, les trucs qu'on fait, ce sont des systèmes stupides. Du coup, on a fait le tour de toutes les questions. Vous avez répondu même à des questions que je n'ai pas eu le temps
On peut partir peut-être pour finir la conférence parce que c'est une thématique qui vous tient à cœur sur l'IA et le sexisme, sur les plafonds de verre. Oui, bah on peut rebondir ne serait-ce que sur ce que Laurent disait. En fait, cette diversification des profils, elle est essentielle. Désolée, je t'ai coupé, mais en fait, je rebondis tellement le sujet nous tient à cœur, je crois. Diversification des profils, c'est en termes de classe sociale, en termes d'appartenance ethnique, en termes de tout ce que vous voulez, mais c'est aussi en termes de genre. C'est essentiel aujourd'hui. Effectivement, à l'échelle mondiale, le développeur en machine learning, il a plutôt entre 30 et 50 ans, il est plutôt blanc et il est plutôt CSP+, voire plus. Par contre, il n'y a pas de femmes. Mesdames, vous êtes 30% dans les métiers du numérique, vous êtes 10% dans les métiers de l'intelligence artificielle. Et donc ça donne quoi en fait? Ça donne un monde où les IA sont paramétrées par des personnes qui représentent que 50% de la population mondiale. Parce que quand même, dans le monde, je crois que c'est à peu près équivalent, on a 50% de femmes, 50% d'hommes. Donc c'est absolument essentiel que les jeunes femmes se mettent à développer. Et franchement, ne vous arrêtez pas, c'est terrible. Nous, on a des jeunes femmes qui intègrent l'école IA Microsoft, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, et à la fin de leurs 7 mois de formation, les entreprises leur proposent des postes de consultantes en médiation, des postes proches de la communication et du marketing avec un peu de technologie. Alors qu'en fait, ces filles-là, elles veulent juste développer. Elles ont suivi la même formation que leurs congénères masculins, et voire parfois, elles ont un meilleur niveau. Moi, j'ai déjà entendu, alors pas à l'école IA Microsoft, mais j'ai déjà entendu dans certaines formations des garçons dire aux filles qu'elles avaient trouvé un travail plus facilement parce que c'était des filles. Donc c'est encore des choses qu'on entend dans le monde du numérique de manière générale. Donc en fait, vous ne laissez pas faire. Là, c'est un grand message au girl power et man power aussi. Encouragez les femmes autour de vous. Parce qu'en fait, il arrive toujours un moment où il y a un semi-plafond de verre. En fait, le plafond de verre, il n'est pas aussi clair que dans d'autres secteurs. C'est, je vais commencer à développer un peu de Python, un peu de ceci, un peu de cela, mais j'ai pas l'esprit assez mathématique. Et en fait, globalement, on va vous pousser vers du marketing, de la com, des métiers de filles. Donc les garçons, faites de la com et du marketing, on en manque, c'est terrible. Et les filles, essayez de coder un peu. On a besoin de vous dans ce monde-là. En fait, vous avez une responsabilité, c'est terrible, hein, mais vous avez une responsabilité. Le monde de demain, s'il n'est pas codé par des femmes, il manquera à 50% de la population dans ces algorithmes. Et c'est terrible. C'est vraiment terrible. Et donc, du coup, nous, pour essayer de contrebalancer, prochaine formation de l'école IA Microsoft qui se passera à Issy-les-Moulineaux, au siège de Microsoft, notre ambition, c'est 80% de femmes. Donc, on ne sait pas. Aujourd'hui, on ne sait pas si on va y arriver. Dans nos formations, globalement, on est plutôt autour de 30% de femmes. Ces derniers temps, on est un petit peu en dessous, on est à 28%, voilà, un tout petit peu en dessous. Mais la prochaine, c'est objectif 80%. J'espère qu'on va y arriver. Voilà. Laurent, ton regard sur les femmes? Sur les femmes, ouais. Moi, je suis très content qu'il y ait 80% de femmes dans la future promotion. D'une manière générale, c'est vrai que dans les métiers du numérique et dans les sciences, les femmes sont sous-représentées. Après, moi, je pense que le problème, il vient quasiment à la racine. C'est-à-dire que je crois que les biais arrivent entre l'école primaire et le collège. Il faut savoir qu'au début de l'informatique, c'était une science qui était tenue par les femmes. C'est-à-dire que pendant la guerre et après, c'était très féminisé. Et c'est à partir du moment où les PC sont rentrés dans les foyers que la tendance s'est inversée. Ouais, alors ça, c'est ta version. C'est parce que ma version, c'est quand le métier a commencé à devenir intéressant, les mecs ont dit pousse-toi que je m'y mette, et tout d'un coup, le métier s'est masculinisé. Moi, c'est ce que j'avais lu, donc je n'ai pas de position là-dessus, mais je suis plutôt ouvert. Mais par contre, de manière générale, pour reprendre, pendant longtemps, il y a eu une petite guéguerre entre ingénieurs et école de commerce, et je ne sais pas où elle en est. Donc moi j'étais du côté ingénieur à l'époque et à l'époque c'était clairement les écoles de commerce qui avaient le vent en poupe et l'ingénieur qui était juste là à exécuter les idées des gens du commerce. Et maintenant avec l'informatique,
J'ai l'impression qu'il y a une inversion de rapport de force. Et si vous avez envie de lancer un projet entrepreneurial, que ce soit dans le web ou même dans l'IA, vous vous rendrez peut-être compte que vous aurez énormément de mal à trouver des profils techniques pour vous aider à réaliser vos idées. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle, c'est que vous, en tant qu'école de commerce, si vous voulez mettre à l'IA, vous allez avoir du mal à trouver les compétences, parce que voilà, moi par exemple, je sais coder, je ne vais pas aller voir d'autres gens, parce que j'ai déjà pas le temps de faire mes propres idées. Maintenant, à l'inverse, comme l'a dit Louise, si vous voulez vraiment vous lancer, apprenez à coder, mettez-vous aux compétences techniques dont vous avez besoin, parce que c'est le meilleur moment, avec toutes les ressources en ligne, pour pouvoir apprendre ce que vous voulez et commencer à bidouiller. Donc peut-être que vous ne serez pas le senior développeur ou AI consultant, etc. Mais pour commencer, vous n'avez pas besoin de ça de toute façon en attendant. Donc ça, c'est le petit point sur n'hésitez pas à vous y mettre si vous y avez envie, parce qu'en plus, c'est un sujet passionnant. Je crois qu'il a oublié de nous poser une question, donc on va devoir fouetter notre host. Mais je ne vous ai pas montré ce qu'on peut faire avec. Donc, on peut faire plein de trucs cool en plus. Donc, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec l'IA? Moi, j'y ai sauté parce que du coup, avec les maladies et les C'est concret. c'est pas concret. Non, là, c'était comme ça. Donc là, je vais vous montrer, si vous voulez, qu'est-ce qu'on peut faire de sympa, par exemple, avec... Allez, vas-y, montre-nous concrètement ce qu'on peut faire. Donc du coup, avec les machine learning, on a vu qu'on pouvait distinguer des concepts dans des images, mais on peut aller même plus loin, on peut repérer des objets dans des scènes. Donc là, par exemple, on peut faire la détection d'objets en temps réel sur des images. Donc là, c'est une scène de James Bond, et on a appris à un réseau de neurones à regarder, qu'est-ce que détecte-moi les objets. Donc ça, c'est gentil sur James Bond, mais à quoi ça peut servir en vrai? Ça peut servir pour faire de la sécurité. Ça peut servir, par exemple, en écologie, en disant ok, on va arrêter de mettre des pesticides partout, on va les mettre que sur les endroits où on en a mis, où on a détecté, par exemple, les mauvaises herbes. On peut imaginer, vous avez un énorme champ, vous n'avez pas envie tous les jours d'aller voir où est-ce que vos fruits sont mûrs, vous faites une IA qui détecte les fruits mûrs, les fruits pas mûrs, et vous dit ok, va dans telle section pour aller récolter les fruits mûrs. Il y a des gens qui s'amusent aussi à essayer d'analyser, par exemple, des images satellites, par exemple, de la forêt amazonienne pour détecter les parcelles qui sont en cours de déforestation. Il y a des Google qui avaient fait un projet qui était rigolo, où l'idée c'était de se dire, ok, on va mettre des petits microphones dans des trucs cachés, et on va les coller dans les arbres, et on va enregistrer le son. On envoie les sons sur nos serveurs, et on va dire à l'IA, enfin il y a un algorithme de machine learning, à distinguer les bruits de tronçonneuses des bruits de la nature normale. Et si on entend des bruits de tronçonneuses, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en train de déforester. On peut aller envoyer quelqu'un. Donc ça, c'est beaucoup tout ce qui est image. Maintenant, on peut aussi dire, ok, c'est un type de donner les images, mais si vous êtes plutôt littérature, qu'est-ce qu'on peut faire avec des données textuelles? Donc imaginez maintenant, il y a des commentaires sur Internet, sur une plateforme de restaurant. Donc vous êtes des humains, vous vous rendez bien compte que le premier commentaire il est plutôt positif et que le deuxième commentaire il est plutôt négatif. Et c'est pareil pour une machine. De manière générale, de distinguer une phrase plutôt positive ou négative, c'est pas super facile. Parce que vous pourriez dire, ok, s'il y a le marqué delicious dans ma phrase, ça veut dire que c'est positif. Et alors, le problème c'est que si après il y a une autre phrase, c'est this is not delicious, ça inverse complètement le sens. Donc vous ne pouvez pas juste faire des règles. Parce qu'au bout d'un moment, vous aurez tellement de règles et que vous n'arrivez pas à les combiner pour que ça marche de manière générale. Là, l'idée, c'est de se dire, ok, pareil, machine learning, j'envoie plein de phrases positives, j'envoie plein de phrases négatives, et on dit à mon modèle de machine learning, apprends-moi à les distinguer. Alors là, maintenant, vous me dites, à quoi ça peut servir de distinguer si une phrase est positive ou négative? On sait très bien le faire, c'est gentil. Et maintenant, imaginez que vous êtes une grosse entreprise. Oui. Et dans ce cas, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait détecter l'ironie, par exemple? Alors ça, c'est un sujet ouvert de recherche. Il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus. On n'est pas encore très bon. Donc ça va peut-être arriver dans pas très longtemps. Mais c'est pas... L'humour, c'est un trait humain par essence. Donc il y a certainement des modèles d'humour et des modèles langagiers qui peuvent être repérés et automatisés. Mais l'humour en tant que tel, et notamment l'évolution de l'humour, on ne rit pas aujourd'hui comme on riait il y a 10 ans, et comme on rira dans 10 ans, ça va être compliqué. Mais c'est des super sujets de recherche.
Laurent, Oui. l'IA dans le secteur boursier. Ah, Je sais alors, que c'était pas le domaine d'application le plus développé, mais on en est où? bah si, il y a plein de gens qui essayent de faire de la prédiction de cours de bourse avec du machine learning. Maintenant, la question, c'est, je ne sais pas si dans votre cursus, on vous a parlé, par exemple, des ouvrages de Nicolas Nassim Taleb et du concept de signe noir. Sinon, l'idée, c'est de se dire, est-ce que vous pouvez vraiment prédire la valeur future d'une action juste avec les valeurs précédentes? Et la réponse, c'est clairement non. Parce que si vous utilisez juste les cours précédents, bah, vous ne pouvez jamais prédire que, par exemple, il y a un attentat terroriste qui a dévasté tous les entrepôts de telle entreprise et que les cours vont diminuer. Vous êtes d'accord que juste en regardant les prix à T, T, T-1 et T-2, vous ne pouvez pas le faire. Il y a une histoire qui est assez marrante, c'est l'histoire de la dinde. Imaginez que vous êtes une dinde. Okay, tous les jours, il y a le fermier qui vient et qui vous donne à manger. Et puis, vous êtes quand même une dinde intelligente, donc du coup, vous allez prédire en fonction des données passées. Vous dites, ok, moi je fais du machine learning, je vais essayer de prédire combien je vais avoir de graines demain. Donc le jour 1, vous avez 12 graines, le jour 2, vous avez 13 graines, le jour 4, vous avez 10 graines, et vous dites, ok, demain, je vais avoir 15 graines parce que j'ai une petite croissance, etc. Donc, tous les jours, vous avez de plus en plus de graines, vous êtes content. Puis arrive novembre, et tout d'un coup, le fermier vous arrive et vous coupe la tête parce que c'est Thanksgiving. Pourtant, vous aviez méga confiance, vous étiez en pleine croissance, etc. Mais vous ne pouviez pas prévoir cet événement qui est en dehors de votre univers du monde. Et ben, c'est pour ça qu'il y a des grosses limites sur prédire des cours de bourse avec des modèles de machine learning où on n'utilise que les données des valeurs précédentes. Par contre, ce qu'il y a des gens qui essaient de faire, c'est de dire, ok, j'essaie de prédire le cours de bourse plus tard, et je vais aussi analyser les news en disant, ok, s'il y a une news qui fait référence à ma valeur, et qu'elle est plutôt positive, ça veut dire que peut-être mon truc va augmenter, alors que si elle est plutôt négative, bah, peut-être que ça veut dire qu'il y a une mauvaise nouvelle et que ça va peut-être diminuer. Donc il y a plein de gens qui travaillent là-dessus, parce que ça représente énormément d'argent. Maintenant, je ne sais pas si par exemple à Londres, c'est extrêmement popularisé, ou c'est plutôt les startups et les hedge funds qui font des expériences. Donc ça, je ne sais pas les pratiques. Je sais qu'il y a encore des modèles assez conservateurs, je ne sais pas si vous avez étudié, et que ça arrive progressivement. En tout cas, votre cerveau d'analyste sera encore utilisé même le jour où on sera uniquement avec des technologies de type IA. Et donc ça, imaginez que vous êtes dans une grosse boîte, vous avez tout un tas de gens qui mentionnent votre produit sur les réseaux sociaux. Bah, ça peut être très utile de faire de la veille de satisfaction client en disant, ok, je récupère tous les commentaires négatifs et je les essaye de les adresser avant que ça se répande et que tout le monde pense que mon entreprise est pourrie. Vous pouvez améliorer votre service client avec ce genre de système. Microsoft utilise ça. Dans MTC, le Microsoft Technology Center, qui est à Issy-les-Moulineaux, il y a un grand tableau avec une carte du monde et en temps réel tous les commentaires qui passent sur Twitter. Et donc avec des pouces verts ou pouces rouges en fonction du degré de satisfaction analysé par l'IA. Il nous reste combien de temps? 5 minutes, si vous voulez. Alors je vais essayer de vous montrer 2-3 trucs sympas. Par exemple, donc je vous ai parlé d'apprentissage par renforcement où on a un agent, on veut qu'il ait un comportement. Et ben, par exemple, Google, qui a racheté une filiale maintenant qui s'appelle Google DeepMind, utilise l'apprentissage par renforcement pour gérer la climatisation de ses serveurs. On pourrait avoir une politique de base ou un comportement, on laisse allumer toujours notre clim et puis on rack à balle, en disant ok, maintenant je vais mesurer quel est le trafic qu'il y a sur mes serveurs, à quel point ils sont utilisés, et s'il n'est pas beaucoup utilisé, ben, je ne vais pas climatiser ce serveur parce qu'il va pas se refroidir tout de suite. Et donc là, sur cette courbe, on voit en fait la consommation d'électricité qui correspond grosso modo à la clim, on va dire. Et ben, à partir du moment où vous voyez la grande sud, c'est quand ils ont mis un agent par renforcement qui a été entraîné à optimiser la consommation électrique. Et je crois qu'il y a environ entre 10 et 20% d'électricité économisée. Et je vous laisse imaginer les montants pour une échelle de Google qui a des millions et des millions de serveurs. Alors ensuite, des trucs vachement plus cool. On a fait des modèles de machine learning qui permettent de prédire des trucs, de classifier, de localiser. Est-ce qu'on peut faire des trucs créatifs? Donc la réponse est oui. Hein. Donc ça, c'est l'œuvre d'art qui vaut 400 000 balles. Donc, là, il y a des artistes qui ont suite à cette annonce qui sont sûrement nés. Dans le texte, ça, imaginez, c'est un site de news qui a été généré uniquement par du machine learning. Et le machine learning a été entraîné sur des tabloïds et sur de la presse à scandale. Et donc là, on voit, par exemple, que le titre « New President is hours away from royal pregnancy ». Donc
si vous êtes bon en anglais, vous voyez que c'est grammaticalement correct, mais que ça ne veut absolument rien dire. Donc ça, c'est marrant. Donc on peut faire des IA qui, entre guillemets, génèrent des choses. Donc là, par exemple, je vais vous montrer une IA qui va générer des images de célébrités qui n'existent pas en ayant juste regardé des images de célébrités qui, elles, existent. Donc là, on voit des belles célébrités, des beaux gosses et des belles gosses, voilà, ou moins belles gosses. Donc ça, c'est des vraies personnes, quoi. Uma Thurman, je sais pas qui, bref. Et maintenant, on dit, ok, intelligence artificielle, regarde-moi ces portraits et génère-moi. Et cette personne n'existe pas. C'est pas une photo qui a été prise. Elle ressemble un peu à Beyoncé, je trouve, mais cette personne n'existe pas. Et si vous regardez, vous allez voir qu'il y a des petits bugs dans la génération. On va arriver, là il y en a vraiment beaucoup, enfin, etc. Mais c'est quand même pas mal. Bon, alors il y a des petits bugs, mais entre-temps, bon, ça va les célébrités, on en a marre. Maintenant, le problème c'est que quand on dit cette IA génère des nous, elle génère quelque chose, elle génère ce qu'elle veut et on ne peut pas le contrôler. Il y a eu des travaux qui ont permis d'améliorer ça, qui disent maintenant, ok, je veux que tu me génères un visage, mais je veux qu'il soit brun, ou qu'il soit ci, ou etc. Donc là, on peut spécifier le style, blablabla. Et donc là, par exemple, on va pouvoir contrôler un peu ce qui est généré. Et donc là, voilà, tout ça c'est généré par un réseau de neurones. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Par exemple, ok, votre kiff c'est la danse. Ben, on peut faire de la traduction de vidéo à vidéo. Donc ça, c'est une personne qui a vraiment dansé. Okay. Ça, c'est une personne qui et ça, c'est un truc généré par une IA. Donc là, ça, c'est le danseur qui danse originalement. Et le réseau de neurones fait la traduction sur un autre visage. Donc si vous aviez peur des fake news, ben, maintenant, vous aurez peur des fake vidéos. Donc là, j'ai pas le son. Et on peut faire pareil sur la voix. On peut imiter le style de voix d'une personne. Donc il y a aussi des bugs, hein. Si on voit là, on ne voit pas très bien, mais il y a quelques petits bugs, mais c'est quand même vachement bluffant. Alors comment ça marche ces techniques? Ben, l'idée c'est d'avoir deux modèles de machine learning. En général, le modèle qu'on utilise, c'est des réseaux de neurones, donc c'est le terme deep learning. Et il y a deux agents, et donc l'idée c'est de dire qu'il y en a un qui va jouer contre l'autre. Il y en a un qui va jouer le rôle du détective, et l'autre le rôle du faussaire. Le faussaire, son but c'est de générer des images qui ressemblent le plus possible à un jeu de données qu'on lui a donné. Et le détective, lui, c'est de se dire, quand on lui en donne une image, est-ce que tu es capable de détecter si c'est un vrai ou un faux? Donc on entraîne nos détectives à détecter des images des vraies et des fausses. Au bout d'un moment, il arrive à distinguer les images vraies de fausses, et du coup, notre faussaire est complètement piégé. Donc on entraîne notre faussaire, il devient meilleur, il arrive à tromper le détective, on entraîne le détective, etc., etc., à force de l'entraîner dans ce jeu à deux joueurs. À la fin, on obtient un générateur qui est capable de générer les images dont je vous ai parlé, ou les vidéos. Donc c'est un jeu du policier et du voleur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez des questions? Donc là c'est pareil, mais avec Barack Obama. Et on finit du coup. Voilà, on peut finir avec cette vidéo, et vous pouvez poser des questions pendant que cette vidéo tourne, si vous voulez. Alors oui, on va passer à la partie questions. On va commencer avec Vous avez un peu évité le sujet par rapport aux peurs. Est-ce qu'il peut y avoir des applications? Non, mais. Vas-y. Est-ce qu'il y aurait par exemple des applications militaires qui pourraient. Bien sûr. Bah, oui, bien sûr, mais c'est déjà le cas en fait. Comme quels exemples, Ne serait-ce que tu as des applications militaires dans les drones, dans la manière de calculer les impacts de missiles, dans des soldats en fait robots. Sauf que si tu mets plus d'intelligence humaine dans le robot, c'est que tu paramètres le robot pour prendre la décision de tirer ou de ne pas tirer. Et donc il y a des pays, je crois que c'est notamment en Chine, je parle sous tout couvert, je crois que c'est en Chine où ce robot militaire a été développé.
Et finalement, en termes éthiques, on n'aura jamais quelque chose de semblable en France. En tout cas, dans le cadre légal qu'on a aujourd'hui, ce serait trop compliqué d'expliquer à une machine et de limiter la machine au cas de tu tires ou tu tires pas. Comment reconnaître son ennemi et comment prendre la décision de la mort. C'est très compliqué. C'est le même truc que la voiture qui arrive sur la route et il y a une personne âgée qui arrive à gauche et si je tourne pour éviter la personne âgée, j'écrase un enfant sur le trottoir. La voiture autonome, elle fait quoi? Bon, c'est la même chose, sauf que sur une voiture autonome, on essaye de la paramétrer au mieux, il y a des accidents, mais on essaye d'éviter ces accidents. Le robot, il est fait pour tuer, donc il doit faire un choix sur ce truc-là. Donc oui, ça existe, bien sûr. Black Mirror, c'est pas que des bêtises, hein, il y a plein de trucs qui existent, en vrai. Parce que vous parlez du cadre légal, mais vous pensez qu'il peut être assez puissant pour éviter ça, en France en tout cas? Il n'y a jamais de contre. Mais non, on doit. Vous avez, vous, une responsabilité, et chaque citoyen a la responsabilité de réfléchir à ces questions sociétales, et potentiellement un jour de dire je refuse telle utilisation ou telle utilisation. Maintenant, certaines personnes te diront que c'est quand même pas mal d'envoyer des robots à la guerre, parce que peut-être que dans 10 ans, ce sera robot contre robot, et qu'il n'y aura plus d'humains tués sur des champs de bataille. Donc, et après, on va se poser la question de, mais alors quel est l'intérêt de la guerre si on fait des guerres de technologie? Quel est l'intérêt de la guerre derrière? C'est quand même de tuer. Donc bon, ça va modifier plein de choses, mais soyez alerte. Vous avez une responsabilité en tant que citoyen d'analyser ces changements-là, de vous faire un avis et potentiellement d'avoir un avis critique sur les choses qui se passent. Une question, c'est concernant des fake news et des fake vidéos. Je pense qu'il y en a sûrement de plus en plus. Qu'est-ce qui est déjà mis en place et qu'est-ce qui peut être fait pour détecter justement un fake news ou une fake vidéo? On pourrait imaginer. Donc là, vous avez vu qu'il y avait des bugs dans les vidéos. Donc, le truc, c'est que les qualités vont augmenter avec le temps. C'est pas un truc comme ça en clic bouton. Là, les trucs qui sont là, ça demande des ressources informatiques considérables et un petit savoir-faire. Donc, ça va peut-être pas se développer si facilement, mais ça va arriver. Mais il y aura toujours des petits défauts qui sont peut-être pas forcément perceptibles par l'œil humain. Mais on pourrait se dire, ok, est-ce qu'on peut être capable d'entraîner un modèle de machine learning qui distingue une vidéo générée d'une vraie vidéo? Et donc, ça sera une bataille d'algorithmes où en fait on retrouvera ce jeu entre le générateur et le policier qui va essayer de dire, ok, cette vidéo, je pense qu'elle est vraie ou elle n'est pas vraie. Et on peut imaginer mettre en place des systèmes automatiques qui essaient de détecter quand une vidéo est fausse ou pas. Mais ça existe déjà sur les fake news rédigées hors vidéo. Il y a quand même des algorithmes qui viennent comparer des bases de données, en fait, qui extraient de la donnée sur différents sites d'information. Sites d'information dits fiables, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une course à l'information rapide, et BFM va vous dire autant de bêtises que Closer. Parce qu'en fait, tout le monde a une obligation d'aller rapidement dans les news, et que on ne traite pas les news avec le sérieux qu'il y avait il y a quelques années. Donc, on va regarder des bases de données de journaux a priori en général plutôt bien fournis en informations. On va les comparer au niveau mondial et on pourra vous dire si Trump a effectivement mis un coup de pied aux fesses de Macron, si c'est vrai ou si c'est faux. Voilà. Enfin, des pourcentages de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. C'est un sujet aussi ouvert de recherche, c'est-à-dire on n'a pas d'algorithme fiable actuellement qui permet de les détecter, d'où les scandales qui ont eu lieu, notamment avec Facebook. Est-ce que le cadre légal dont vous parliez tout à l'heure, est-ce que la France ne sera pas toujours en retard par rapport à des pays qui ont un cadre légal beaucoup plus étendu que le cadre français? Vous parliez de la Chine, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de normes qu'ils n'ont pas, que nous on a. C'est certain. C'est certain. Si vous ouvrez tous les types de recherche, forcément, vous allez certainement plus vite d'un point de vue technologique. Malgré tout, en fait, il y a deux choses. Il y a à la fois la volonté de la France d'avancer, d'être un peu leader au niveau européen pour une IA respectueuse et éthique. Il y a en ce moment plein de groupes de travail, il y en a un chez Microsoft, mais il y en a dans toutes les grandes entreprises, des groupes de travail autour de l'éthique, de l'utilisation des données, et les grandes entreprises essayent d'être leaders en Europe sur ces questions-là.
Donc ça, c'est la volonté d'une IA propre, entre guillemets, éthique. Et il y a aussi attention à ne pas tomber dans le travers d'une IA obligatoirement parfaite, d'avoir bataillé pendant 3 ans sur la pertinence éthique de telle recherche ou quoi. Il y a un moment, effectivement, il faut avancer. Donc, pas mal de chercheurs et de penseurs autour de l'intelligence artificielle disent qu'il faudrait avoir une espèce de comité citoyen avec des spécialistes, mais aussi des personnes issues de la société civile, enfin voilà, non spécialistes, comme un espèce de conseil garde-fou qui se réunissent une fois tous les ans pour définir des orientations et qu'après on déroule. Et puis on corrige, on va certainement faire des bêtises. C'est assez probable qu'on va faire des bêtises dans l'utilisation des données, qu'on va faire notamment des données personnelles. Dites-vous qu'une des plus grosses bases de données en France et en Europe de manière générale, c'est la sécurité sociale. Bon, malheureusement, il n'est pas impossible qu'un jour des assureurs tombent sur vos données de sécurité sociale. Je ne vous le souhaite pas. Ce serait terrible. Mais ma foi, on est dans une phase d'expérimentation, on est dans une phase où on crée des choses, on n'est pas à l'abri de bêtises. Alors après, on va essayer, je pense, la France va essayer de les limiter un maximum, mais c'est aussi ça le travers d'un développement technologique. Je pense qu'en ce moment, on est un peu avec l'intelligence artificielle centré dans notre petit confort. Je pense notamment à Facebook, c'est toujours les 50 nanomies qui reviennent. Les publicités autour de Facebook, c'est ce qu'on a vu juste avant. Est-ce que les musiques sur Spotify, c'est pareil, c'est selon ce qu'on écoute aussi. Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre notre libre arbitre aussi ou pas, pas du tout? Il y a beaucoup de questions qui se posent sur les recommandations et la diversification des recommandations. Notamment Facebook, ça fait scandale quand même. Mais moi, c'est vrai. Hein. J'ai 10 personnes qui reviennent dans mon fil d'actualité, pas plus. Il y a des gens qui ont disparu de mon entourage, alors qu'en fait, ils y sont toujours, mais dans un Facebook parallèle. Donc en fait, oui, mais c'est parce qu'on s'en est rendu compte et c'est parce qu'on a critiqué ce modèle que les choses sont susceptibles de changer et que les algorithmes vont être perfectionnés. Il y a des recherches sur la diversification de... Oui, là, on n'en a pas parlé parce que c'est un peu court, mais il y a d'autres de l'algorithme, tout ce qui s'appelle moteur de recommandation, donc sur Facebook, Netflix, Amazon, etc. C'est un sujet de savoir qu'est-ce que c'est une bonne recommandation. Est-ce qu'on recommande que ce que vous allez aimer ou est-ce qu'on se permet d'avoir aussi un risque, de prendre un risque et de recommander quelque chose que vous ne connaissez pas et que vous n'aimeriez pas? Mais ça, c'est même plus une politique de l'entreprise. C'est-à-dire, c'est un peu comme Hollywood, par exemple, qui préfère maintenant sortir une licence et faire N épisodes de la même licence plutôt que de lancer des nouveaux trucs qui sont potentiellement plus risqués. Ça, c'est presque un boulot de marketeur, c'est presque le boulot humain derrière le paramétrage de l'algorithme. L'algorithme, dites-vous qu'un algorithme, c'est bête et méchant. C'est bête. Ça vous dit, ça fait ce que vous lui demandez de faire. Donc si vous ne lui demandez pas de diversifier, il ne diversifiera pas. Laurent, Alexandre et Jean-François Copé ont sorti un livre tout à fait récemment sur l'IA et son impact sur la démocratie. Est-ce qu'on peut éventuellement envisager que cette forme d'intelligence artificielle prenne tellement de place qu'on en revienne même au fondement de notre fonctionnement institutionnel, ou c'est un peu une lubie et une fiction? Moi, je vais vous donner mon point de vue personnel. Je ne suis pas spécialiste de machine learning, c'est Laurent notre spécialiste. Et moi, je me permettrai pas de faire de grandes ambitions sur les 30 années à venir. Déjà, rien que la formule qui est utilisée tout le temps, 80% des jobs dans 30 ans seront inconnus, en fait, on n'en sait rien. Ni vous, ni moi, on peut dire ce qui se passera dans 30 ans. On a deux solutions. Soit on croit en la technologie et on croit en l'humain, et moi je crois que les gens sont intelligents, et le fait que vous soyez là ce soir, c'est que vous êtes concernés, et que nous on se déplace volontiers pour discuter avec des personnes concernées. Donc là, je pense qu'on ne reviendra pas sur le débat citoyen. En fait, la technologie, elle ne vient pas non plus modifier des millénaires d'histoire et de construction humaine. La machine, elle ne vient pas remplacer l'humain. Maintenant, oui, c'est aussi normal de réfléchir le monde différemment, et tout un tas de philosophes et de penseurs sont des fois un peu alarmistes sur les risques de ces technologies, et c'est leur rôle aussi. Moi, je ne le suis pas, mais c'est le rôle aussi d'imaginer le pire.
dans un domaine comme par exemple, l'aviation civile notamment, qui est déjà très automatisée, est-ce qu'il est imaginable d'avoir dans quelques années des avions autonomes qui transporteraient les passagers? Bien sûr, bien sûr. Il y a tout un tas de choses qui vont s'automatiser. Après, il y a toujours la question de la sécurisation. En fait, aucun système n'est parfait. Aujourd'hui, vous pouvez craquer tous les systèmes de sécurité. Alors, certains, ça vous mettra très longtemps, d'autres, ça ira très très vite. Donc, la question qui accompagne cette automatisation et la protection des données et tout ce qui est en lien avec ce qu'on a raconté ce soir, c'est jusqu'à quel point on va prendre des risques. Jusqu'à quel point on va permettre à un avion d'être vraiment complètement autonome. Techniquement, un avion, là, quand il est en l'air, le pilote ne fait pas grand-chose. Hein. Donc, sa principale utilité, c'est à l'atterrissage et au décollage. Mais c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle, c'est que quelqu'un derrière qui... Non, c'est des capteurs. Oui. Alors, faites attention, il y a plein de choses qui ne sont pas de l'intelligence artificielle. Quand vous allez sur le site de la SNCF et que vous avez Jessifer de la SNCF qui vous dit bonjour, est-ce que vous avez une question? Ça, c'est pas de l'IA. Okay. Quand vous avez effectivement dans un avion tout un tas de capteurs qui donnent des recommandations à l'avion, enfin en tout cas qui disent s'il fait telle température, il faut que tu montes, c'est pas de l'IA. Donc faites attention, on mélange un peu tout. J'ai une question. Vous parlez des bases de données justement, qui permettaient, grâce à différents indicateurs, de déceler différents types de personnes, différentes typologies de personnes. Après, c'est pas forcément il y a une corrélation, qui a une causalité entre les choses. Et ça, comment est-ce que l'ordinateur peut savoir? Alors, ça, c'est un autre sujet de recherche qui est ouvert, c'est l'inférence causale. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les modèles de machine learning, ce sont des modèles statistiques. Et on peut voir, donc, du coup, des corrélations entre nos variables qu'on essaye de mettre en entrée du système et les variables qu'on essaie de sortir, donc ce qu'on essaie d'expliquer. Et en fait, par exemple, dans beaucoup de cas d'application, on se rend compte que nos modèles de machine learning ils marchent, mais qu'ils n'apprennent pas la vérité fondamentale du problème. Donc, par exemple, il y a eu des cas assez intéressants où l'armée avait essayé de faire un détecteur de tanks dans des images, et le modèle avait l'air de super bien marcher. Donc, ils avaient fait un jeu de données où ils entraînaient le truc, et il y avait des photos de tanks et des photos avec pas de tanks. Et au bout d'un moment, le général, il n'était pas bête, il a dit ça m'étonne. Il a essayé avec une autre image et le truc s'était complètement planté. Et pourquoi? C'est tout simplement parce qu'en fait, dans les datasets qui avaient été faits, il était biaisé. Chaque fois qu'il y avait du temps qui faisait beau, et chaque fois qu'il n'y avait pas de temps qui faisait pas beau. Donc en fait, le modèle avait appris à distinguer la météo dans la photo, d'une certaine manière. Et donc du coup, le modèle a bien appris à détecter des corrélations, mais on a vu qu'il n'avait pas appris à détecter les règles fondamentales du problème. Et ça, c'est un autre sujet. C'est que nos modèles de machine learning ne sont pas forcément interprétables et n'apprennent pas vraiment des choses explicables, transparentes, etc. Et ça, il y a une autre, dans l'histoire humaine, il y a aussi un autre truc intéressant, ça s'appelle l'histoire de Hans l'intelligent. C'était un cheval, je crois que c'était en Allemagne, qui avait appris en fait à faire des additions. On lui disait, vas-y, calcule-moi 5 plus 7. Et il tapait avec le sabot. Et en fait, c'est juste que lui, il avait appris à détecter l'expression faciale quand la personne posait la question et qu'elle était contente. Et donc du coup, il savait que quand la personne commençait à sourire, c'est qu'il avait réussi à atteindre le chiffre et il arrêtait de taper. Tout le monde croyait qu'il savait faire des additions. Et donc du coup, c'est pareil. Les modèles de machine learning peuvent faire ce genre de truc où ils apprennent en fait à reconnaître des trucs et peuvent nous tromper. Mais ils ne sont pas des physiciens qui apprennent à te dire « Ok, j'ai fait cette décision parce qu'il s'est passé ça, et s'est passé ça, et passé ça. » Donc ça, c'est une autre des limites des modèles de machine learning, c'est que beaucoup de fois, ils vont prendre une décision et on a juste la décision, on n'a pas le pourquoi. Donc ça peut poser des problèmes dans beaucoup de domaines, par exemple en médecine. Et c'est une autre des raisons pour laquelle on ne va pas se débarrasser de l'être humain tout de suite, puisque la décision, si elle n'est pas interprétable... Imaginez, il y a un algorithme qui dit « Ok, demain, on va te faire une opération du cerveau. Est-ce que vous l'acceptez si je vous le dis juste parce que c'est une IA qui l'a décidé ?» Non, il y aura toujours le médecin qui peut-être utilisera des systèmes d'IA et sera plus efficace grâce à ces systèmes d'IA, mais il y aura toujours
dans certains cas, l'humain dans la boucle. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, on va passer à un moment un peu plus ludique et ensuite on reviendra dans un moment un peu plus informel. Les notes. Est-ce que vous voulez mettre le panorama? Donc, en fait, on va vous faire passer quelques situations. Ouais. Donc, on va vous dire Mais c'est génial. Trop bien. si c'est vrai ou faux. Ah, si c'est vrai ou faux. Allez, vas-y. Si quelqu'un a vraiment dit ça. Voilà, c'est ça. Exactement. Je vais faire la première. Est-ce que quelqu'un a dit ça selon vous? Ouais, bien sûr. Et est-ce que vous avez la référence derrière? C'est vraiment fun. Ouais, ça fait hyper très bien, mais c'est parce que c'est en anglais, je pense que c'est un piège. C'était en anglais Oui, c'est en anglais. Oui, bon, c'est en anglais, je les ai pris tel quel. Donc, c'est le boss de Google. Ah ouais. Voilà, qui a dit ça récemment. Et ça a bien fait parler parce que c'est la plus importante de l'électricité ou le feu. L'intelligence artificielle est l'affaire de tout le monde. Ouais, c'est un truc de Vianney, ça. Non Macron ou Vianney. Ouais, c'est pas très loin, c'est ça. Bah, Julie. Oui, c'est bon, c'est Cédric Villani. Ah, c'est Vianney. De son rapport. Laurent Sétinseuil. Si c'est quelqu'un, si ça a été vraiment dit, c'est forcément un philosophe. J'en fais quelques Ouais. comptes. Mais je pense que c'est plutôt fake. Ouais. Euh, Ah. C'est un peu plus compliqué. C'est le moment je pense que c'est vrai. Hein. Ouais, moi, je pense que c'est vrai aussi. Donc c'est Jean Baudrillard. D'accord. Donc l'intelligence artificielle est potentiellement plus dangereuse. Ça, c'est Elon Musk, je pense. Ouais, c'est ça. Alors là, le problème, c'est que dans l'IA, il y a beaucoup de gens qui n'y s'y connaissent pas. Et autant je respecte énormément Elon Musk, je suis un grand fan. Mais quand il parle d'IA, il ne faut pas trop l'écouter. C'est comme Stephen Hawking, l'ancien physicien. Il est très brillant en physique, mais pareil, il ne savait pas de quoi il parlait. Et quand ils font ce genre de discours alarmiste, moi je pense que ça le dessert. C'est pour ça que j'aime bien dire que l'intelligence artificielle n'existe pas, parce que rien dans le terme, ça peut faire peur. Alors si vous dites machine learning, et le terme en français c'est apprentissage automatique, ben voilà, on se calme, quoi. Et en fait, il y a deux types de personnes qui parlent de l'IA, celles qui savent vraiment ce que c'est. Voilà. Et celle-là, si vous prenez des chercheurs, par exemple Andrew Ng, qui est un des grands papes, ou Yann Lequin, français, on dit la France, gna gna gna, ils sont nuls, gna gna, mais tous les Français, il y a plein de Français dans la Silicon Valley ou dans les grandes boîtes qui sont directeurs de recherche en IA. C'est juste que, comme en France, on ne paye pas bien nos chercheurs, ben, ils sont allés ailleurs où ils sont vraiment payés. Par exemple, aux États-Unis, on peut être payé 1 million d'euros par an quand on est bon en IA. Et donc, il y a deux personnes, il y a ceux qui parlent, donc, qui font de l'IA et ceux qui n'en font pas. Et si vous parlez à tous les chercheurs qui font de l'IA, par exemple Andrew Ng, voilà, il va vous dire se préoccuper si une IA va être consciente et détruire l'humanité, c'est comme se préoccuper de la surpopulation sur Mars. On en est très très loin. On a encore des systèmes qui sont peut-être impressionnants, mais qui sont ultra spécifiques et qui ne savent pas ce qu'ils font. Enfin, elle prend une image en rentrée, elle vous dit c'est bénin ou malin, mais elle ne sait pas. Ouais, mais bon, quand on voit que la Chine a déjà mis en place un système de notation de population, non, mais c'est-à-dire qu'une IA ne va pas détruire le monde, mais des imbéciles utilisant des intelligences artificielles à mauvais escient et non sans prendre en compte les biais et sans prendre en compte toute la phase expérimentale qu'il y a besoin de mettre en place, ça peut être dangereux. Ah, mais ça, donc on peut accompagner quand même la réflexion. Je suis tout à fait d'accord, mais c'est justement pour le fait que dire est-ce que l'IA va nous détruire parce qu'elle va faire Skynet, ça nous empêche de parler des vrais problèmes qui sont qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on fait des trucs qui vont servir à l'humanité ou ça va nous servir à faire Big Brother. C'est ça les vrais sujets, c'est pas Skynet va nous buter. J'ai compris
Stephen Hawking qui était la prochaine. La création de l'intelligence artificielle serait le plus grand événement de l'histoire, mais aussi il pourrait être l'ultime. C'est une de ces citations. Et le passé et D'être intelligent après un hackathon artificiel. Ouais, j'avoue. Ouais. Je crois que ça a été un souvenir douloureux pour vous. Vous nous raconterez après. C'est bête parce que nous, on en organise des très bien, donc peut-être qu'on vous invitera. À défaut de pouvoir reconnaître deux individus asiatiques, l'intelligence artificielle ne peut reconnaître ses erreurs. Peut reconnaître, pardon, ses erreurs, pas Apple. Ah, ça c'est. Ouais, ça c'est du pourparler. Non. Bon, je sais pas si j'ai le droit de citer, mais un camarade à la. Ouais. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Merci beaucoup. Ben, merci à vous.